Ce podcast vous est présenté par Canadian Tire, qui vous invite à prendre rendez-vous en ligne dès maintenant pour votre prochain service automobile. Canadian Tire, notre garage. Par Albi Occasion, le plus beau choix de véhicules de qualité. Et par Vitro Plus, vos gens de métier pour tous vos besoins en verre auto et protection depuis près de 50 ans. Bonjour à tous et bienvenue au podcast RPM. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et aujourd'hui, j'ai l'honneur de discuter avec Denis Leclerc, qui est fondateur et président de Albi le Géant. Je veux savoir avec lui comment il trouve ça, l'expérience d'achat dans les concessionnaires. On sait que des fois, c'est un défi, là. Donc j'ai hâte de voir comment il trouve ça, lui, et vers où on pourrait aller, peut-être pour améliorer l'expérience d'achat dans les concessions au Québec. Je veux remercier nos partenaires Canadian Tire, Albi Occasion et Vitro Plus. Merci beaucoup d'être là. Et moi, je vous remercie d'être à l'écoute du podcast RPM. Caroline, aujourd'hui, pour Canadian Tire, on va parler de conseils intéressants pour l'entreposage de nos pneus. Ouais, parce qu'il y a des trucs, il y a des astuces, puis c'est pas tout le monde qui les connaît. Je veux tout savoir. Ouais. Oh, tu veux tout savoir? Allons-y. Justement, je suis là pour ça. Parce que la façon d'entreposer nos pneus, là, ça peut les amener à une usure prématurée. OK? Mm-hmm. Puis justement, on va regarder ensemble les piliers de stockage optimal. Et au prix que ça coûte des pneus, on veut les garder longtemps. Là. Ben c'est ça, là. Oui. Pour ceux et celles qui investissent pour de vrai là, sur des bons pneus, là, tu veux pas les changer après 1 an, puis tu veux pas les changer après 2 ans non plus. Tu peux les garder jusqu'au maximum que tu peux les garder. 3 piliers importants du stockage des pneus. On veut envoyer ça. Oui. On envoie ça, ces pneus-là, dans un endroit qui est frais. Oui. Température recommandée. Bon, je dirais 12 degrés. Ah, ben la crème, c'est bon. Entre 10 et 25. Ah, bon, ben vois-tu. Oui, entre 10 et 25. Okay. On évite les variations de température qui sont extrêmes. La chaleur, ça va avoir un effet négatif sur la composition du caoutchouc, puis ça va l'amener à sécher à long terme. Puis quand ça sèche, ben ça durcit, puis ça finit par se fissurer. Puis ça, on veut pas de soleil non plus. On veut pas que ça arrive. Non, ben c'est ça, sombre. On veut que ce soit sombre. Ça, c'est un autre pilier du stockage optimal, à l'abri de la lumière directe du soleil. Pourquoi? Parce qu'encore là, ça va avoir pour effet de faire vieillir de façon prématurée le caoutchouc. Puis il y a un endroit qui est sec et un endroit qui est ventilé. Parce que si vous entreposez vos pneus dans un endroit qui est humide, le risque à long terme, c'est que l'humidité entre dans le pneu, le caoutchouc, puis ça vient abîmer la structure. Il y a de l'oxydation qui peut se faire. Puis la carcasse d'un pneu, c'est métallique. Hein? Et humidité, métal. On n'aime pas? Ben c'est ça. Hein? La rouille, c'est l'ennemi numéro 1. On veut pas que ça arrive. Les lieux, mettons, les endroits de prédilection pour entreposer ces pneus selon toi. Bah, là, donc, on va du meilleur au pire? Ben, je dirais un entrepôt, ça serait bon. C'est un entrepôt de pneus, là, où est-ce qu'on a d'autres pneus qui sont ventilés et compagnie. Moi, je dirais un des pires, ça serait sous un balcon d'or, des fois. C'est pas pire, ça? Le pire, là, c'est grenier-balcon. Vraiment, là, ça, c'est l'enfer sur Terre pour tes pneus. Là. On veut pas ça. Puis le meilleur, ça va être une cave, un sous-sol qui est tempéré, un sous-sol qui est sec, là, évidemment. Là, ça, c'est 5 étoiles. Un garage aussi. Ben, un garage, oui, mais c'est ça, un garage qui est isolé. Oui, c'est ça, qui est bien aéré, qui est ventilé. C'est vraiment l'endroit là, idéal pour entreposer vos pneus. Puis, c'est important aussi la préparation avant l'entreposage. Il faut que tu les nettoies, tes pneus. Idéalement, on va éviter les nettoyeurs haute pression. Là, on va pas mettre le jet directement sur le pneu parce qu'évidemment, on peut l'abîmer. Là. On avait dit qu'à l'air, ça faisait bien. Tu sais, juste d'enlever la cochonnerie dans le centre là, de la jante. Là, tu passes une machine à air là-dedans. Ben oui, puis c'est sûr que s'il y a de la boue, là, on va venir enlever ça puis tout ça. Là, séchage complet obligatoire. Puis pour le stockage intelligent, si on n'a pas d'étagère à pneus, des pneus sans jantes, on ne les empile pas, s'il vous plaît. Ça va le déformer, lui du bas. Ben c'est ça. Il y a des chances que ça déforme le pneu qui est en dessous complètement. On les place comment? Ben on les met debout là, à la verticale. OK. Tout simplement. Un à côté de l'autre. Oui, c'est ça. Parfait. Exactement. Puis les pneus avec jantes, ben ceux-là, on peut les empiler. Par contre, ce que je conseillerais, moi, ce serait peut-être de mettre un petit peu plus de pression d'air dans le dernier pneu, qui va avoir un petit peu plus de poids là, sur lui. Il faut y penser. Là. Ben, il faut penser au pauvre petit pneu qui va supporter tous les autres pneus. Mais oui. Tous ces trucs-là, on peut les trouver, tous ces accessoires et les choses disponibles pour bien entreposer nos pneus, on les trouve où? Ben, chez Canadian Tire, évidemment. C'est possible aussi d'entreposer nos pneus directement chez un garage ou même chez Canadian Tire. Oui, vous pouvez vérifier avec votre atelier mécanique Canadian Tire pour voir si c'est possible d'entreposer ça là-bas. Merci beaucoup, Caro. Bonjour, Denis. Bonjour, Samuel. Comment vas-tu?
Très bien. De retour pour une deuxième fois au podcast RPM. Exact, ça me fait plaisir. Très content de te recevoir. Ben, on est content, ça a été un bon succès la première fois que tu es venu, donc je profite du fait qu'on a un succès pour en faire un deuxième. On va essayer de continuer. On aime ça de même. Aujourd'hui, Denis, on t'amène sur une autre genre de conversation. Tu es venu la première fois, on a parlé un peu de ton parcours, de ta passion dans l'univers automobile. Ça a été extrêmement intéressant, mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler aussi sur le volet expérience d'achat, expérience de concessionnaire, comment que ça se passe aujourd'hui, comment que c'était à l'époque, comment ça va être dans le futur. Puis j'avais envie de parler de ce sujet-là depuis longtemps maintenant parce que je trouve que c'est un sujet qui touche directement les gens. Les concessionnaires sont généralement le premier point de contact que les gens ont avec l'industrie automobile, ont aussi avec leur prochain véhicule. Et tant qu'à amener n'importe qui, je me suis dit, on va parler avec Denis. Denis va pouvoir venir nous parler de ça, puis on va pouvoir faire un peu un portrait de comment ça se passe dans les concessionnaires automobiles au Québec actuellement. Et j'ai envie de lancer la conversation avec une question assez de base, mais que je trouve importante. Est-ce que tu as vu des différences dans l'expérience d'achat des gens dans les concessionnaires automobiles entre aujourd'hui et à l'époque quand tu as commencé? Bien, évidemment que maintenant, les gens passent par le web avant. Donc, quand ils arrivent en magasin, ils sont éduqués et généralement, ils peuvent connaître les spécifications des véhicules autant ou des fois, ils ont des petites histoires qu'on n'a pas encore. Les gens ont fouillé, le web, c'est tellement accessible et c'est daily, c'est à la minute. Alors, les gens sont très, très, très éduqués. Donc, il faut être prêt. Tu as un défi pour les vendeurs maintenant d'avoir des consommateurs qui arrivent armés, littéralement, il y a des consommateurs qui vont sur le rpmweb.ca, par exemple, trouver de l'information de qualité. Et là, ils arrivent après ça en concession et leur but, c'est un peu de challenger le vendeur aussi, j'imagine. Là. Exact. Et effectivement, d'après moi, ils ont exactement une première bonne réponse à donner. S'ils veulent continuer dans leur conversation avec notre client. Ouais. Parce qu'évidemment, le client pose des questions généralement qui connaît une partie de la réponse. Et il faut être prêt. Il faut connaître les produits. Les produits, puis ce qui se passe un peu partout en ce moment, c'est quoi l'air, c'est quoi le moment, parce que acheter un automobile, c'est une grosse question de timing. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je savais que tu devrais développer. Non, mais c'est un timing dans la situation du client. S'il y a une location de 36 mois, puis il reste 2 mois. S'il y a une location de 36 mois, puis il reste encore 12 mois. S'il y a une natalité, puis il a besoin de plus grand, s'il change sa moto, puis il décide de tomber d'un véhicule parce que l'hiver, il ne veut plus prendre le métro, tout ça est à prendre en ligne. C'est de là que des fois, on va interroger un peu le client, puis je vais dire interroger parce qu'on pose tellement de questions pour réussir à le cibler qu'on a l'air un peu incisif dans sa vie à lui, dans son personnel, puis ça va arriver que c'est arrivé samedi, le client, il dit, écoute, tu me poses des questions que j'aimerais mieux garder la réponse pour moi. Là. C'est trop, là. Exact. Mais on n'a pas le choix si on veut le cibler, puis si on veut conseiller, puis en même temps, si on veut vendre une auto. Parce que pour vendre une auto, il faut que tu réussisses à exactement compléter les besoins de ton client. Il faut que tu puisses répondre à ce qu'il veut, mais aussi, toi, là-dedans, il faut que tu comprennes la genre de transaction à laquelle tu as affaire. Puis si je peux la faire, puis quand la faire, parce que oui, on peut investir 1 heure et demie avec un client, mais si finalement, il devrait se présenter dans 18 mois pour peu importe la raison, c'est à nous de cibler si, on a des chances d'y vendre maintenant, d'y vendre un peu plus tard ou carrément, on n'a pas le bon produit. Parce que nous, chez Albi, on a différentes marques. Donc, ça peut arriver que le client va venir pour une Mazda 3, puis finalement, ça serait une Forte. Mais maintenant, on va parler d'un K4. Ça pourrait être un K4 qui va fitter un peu plus dans ce qu'il recherche. Alors, nous, on essaie de faire le tour. Puis vous dites vraiment un client, mettons, ton concessionnaire Mazda va dire non, toi, c'est un K4 que ça te prend là. OK. Comment on travaille? Comment on travaille chez nous? C'est pas nécessairement le représentant qui va le faire. OK? Mais on comprend que si notre client, à la fin de la conversation, il n'a pas manifesté. Puis les clients, ils vont te le dire maintenant. Ils vont dire, écoute, j'ai pas un coup de cœur. Je l'aime pas finalement. Exact. Mais maintenant, on a vraiment, on tient des réunions une fois par mois et demi que Cathy Laroche, notre PR, organise chez nous. Et, salut d'ailleurs, bonjour Cathy. Exact, bonjour Cathy. Et qu'on partage lors de ces réunions-là que si on essayait de vendre un véhicule que le client n'achètera pas, dans un terme intelligent, on va dire qu'on va le brûler. Alors, ça donne quoi de le brûler? Envoie-le un confrère chez Hyundai, puis envoie-le un confrère chez Kia, puis lui va t'en retourner un aussi. Puis on se trouve à cibler le client, mais surtout aussi, après la visite, si on n'a pas fait une transaction, on va contacter le client, puis déjà là, on a une bonne idée de ce qu'il veut. On va le changer au niveau de la concession parce qu'on va le perdre. Puis c'est drôle parce qu'un client Albi va acheter 2 Mazda,
Dans 3 ans, il va acheter un Hyundai. Il va revenir à Kia, puis il va revenir chez Mazda. Mais il est toujours Albi. Et cette culture-là, ça a été très, très, très dur à enseigner, à faire comprendre, parce que naturellement, comme ta réaction a été très bien de dire hey, moi, je suis vendeur de Mazda, je vois ils vendent un Mazda. Ben là, on sait aussi que les vendeurs gagnent une commission. On sait que c'est comme ça qu'ils font un salaire aussi. Mais quand même que tu te mettrais à un marteau, 2 masses, s'il n'en veut pas de Mazda, il ne l'achètera pas, tu vas perdre ton client. Quand même, c'est une question de crédibilité. Là. Faut essayer de comprendre les clients puis de se dire, ben écoute, c'est pas ça pour lui. Dans le groupe, est-ce qu'on a vraiment un produit qui pourrait s'adapter à son choix ou à ses exigences futures? Là? On le fait. On le pratique. Honnêtement, on le pratique très bien. Trouves-tu que l'expérience d'achat a changé quand même beaucoup? Moi, j'ai l'impression que, tu sais, tantôt, tu parlais de ciblage. Puis je trouve ça important parce que ça, c'est clairement le côté concessionnaire. Tu sais, vous, les concessionnaires, il y a quand même une notion de comprendre le client, comme tu disais si bien, de cibler, vas-tu acheter tout de suite ou il va acheter dans 18 mois? Tu sais, il va acheter quand son véhicule? Maintenant, je comprends qu'on ne veut pas perdre de temps. Et moi, en tant que consommateur, quand je mets le chapeau à l'autre bord, j'ai l'impression des fois que le ciblage est intense. On arrive, puis là, rapidement, on m'amène dans les chiffres. On va me parler de paiement. Hein? Tu veux-tu louer? Tu veux-tu acheter? Tu veux-tu avoir... sur combien de temps tu penses le mettre? T'as-tu de l'argent à mettre sur l'auto? Puis, tu sais, souvent, j'ai même pas encore eu le contact avec le véhicule. Je me suis même pas encore assis dedans. Je sais même pas si je l'aime, dans le fond. T'sais. Trouves-tu que ça a changé un peu, ça? Écoute, j'espère, en tout cas chez nous, j'espère qu'on ne demande pas encore le budget parce que c'est évident que la personne n'a pas donné son budget. Évidemment que tu risques de l'utiliser. Mais en même temps, tu en as besoin pour comprendre les besoins. Si je reviens à ce que tu m'as dit dans le ciblage de la personne, à un moment donné... Ouais, mais on est censé comprendre. Le gars regarde un Mazda 3 ou il regarde un CX-5. Il achète un Mazda 3, son là. budget, c'est 27 à 32 000, 35 000. Mais c'est 5, ben c'est 34, 35 à 40. Normalement, on est capable un petit peu, puis nous, on travaille à expliquer à nos représentants, posant les questions, mais posant pas trop, parce qu'on veut pas, je vais dire un mot qui est pas très beau, mais on veut pas écœurer le client, là. Ben, c'est un peu le sentiment que je pense que des gens ont. Tu sais, je comprends que c'est normal, tu travailles avec. T'es Albi le géant. C'est toi, littéralement, Albi le géant. Ouais, je comprends que tu vas parler d'Albi aussi, mais t'es-tu d'accord avec moi que, mettons, dans l'industrie, on dirait qu'il y a quand même ça un peu, cette espèce de culture-là qui vient écœurer le client? Sérieux, comme je m'amuse pas à rentrer dans les autres salles de monde, je peux pas te répondre sincèrement si c'est encore ça. Sauf que nous, on vend environ 6,2 clients sur 10. Et généralement, ils peuvent venir d'ailleurs aussi. Fait que j'ose penser qu'on fait quelque chose qui est dans les nouvelles règles de l'art. Parce que oui, le client, on est loin du vendeur qui culte pneus, qui va te dire, écoute, OK, je pense que t'as pas les moyens d'acheter un auto. Là. Tout le monde a compris qu'on fait pas ça. Là. Ouais, ça, faudrait pas. Là. Non, c'est la pire chose à faire. Ouais. C'est généralement, on peut pas comme... On va cibler ses besoins, pas cibler la personne. Tu peux pas. J'ai déjà acheté une Ferrari, puis j'étais allé avec un Pony 1984. Et toi, tu laissais rentrer? Oui, mais ils m'ont pas déboré l'auto, par exemple. Ils m'ont laissé rentrer dans la salle de monde. Après ça, t'as même pas pu t'asseoir dedans? Ils n'ont pas voulu. Jusqu'à temps, je demande le propriétaire du magasin, qui était magnifique, puis il m'a regardé, puis j'ai dit qui j'étais. Puis j'avais un Pony courtoisie, ça a donné de même, puis c'était un blague. Là-dedans, c'est les vinyles avec les poignées à crinque. Ben oui. Les poignées de main roulette, là. Tu sais, pour les vitres. Ben oui. C'est ça. Et mettons, je fitais pas, mais j'avais mon chéquier sur le banc. Et que là, il a compris qu'il était capable de quand il savait j'étais qui, quand je me suis nommé, puis j'ai dit... Puis là, il y a eu une petite hésitation, mais finalement, il m'a ouvert la portière, je me suis assis dedans, et j'ai dit, comment est-ce qu'on achète ça? Ben, si tu ne l'essayes pas, là, t'as compris déjà que tu peux pas t'asseoir dedans. Je vois, effectivement. Parce que le représentant n'avait pas voulu me servir, sincèrement. Fait que j'ai été à la réception, j'ai demandé le propriétaire, puis finalement, ben, lui, il m'a servi. Quand j'ai dit, OK, mais je t'offre tant parce que j'avais fait, même dans le temps, j'avais fait mon magasinage. C'est quand même des autos plus rares. Ben oui. Fait que j'étais prête, fait que je t'offre tant. Fait qu'il a été m'en chercher une, puis je l'ai essayé quand j'ai pris livraison. T'avais jamais chauffé? C'était quoi le char? C'était une 328 GTS, comme celle de Magnum PI. Là. Oui, absolument. C'était ma première, c'était en 82. 82, fait que ça veut dire que la culture un peu de... Je vais prendre le terme ciblage, et là, depuis un bout, pareil. Mais là, ça, c'est le ciblage qu'il faut pas faire. Ouais, c'est du Ferrari, là, je comprends, mais tu sais, toi, ça fait longtemps que tu es dans les concessionnaires, ça fait longtemps que tu travailles dans les concessionnaires. Ouais. Tu vois-tu, tu sais, un peu, ma question de départ, c'était un peu ça. T'as-tu déjà senti qu'il y a eu un changement dans la culture des concessionnaires ou ça a toujours un peu traîné, ça? Hey,
Écoute, nous, on a ce qu'on appelle un CSI, un Customer Satisfaction Index. Donc, comment je le dirais en français, là, mais en tout cas, c'est un survey qui... On comprend bien. On comprend bien, OK. Donc, je pense que les manufacturiers ont tapé beaucoup sur le clou, puis naturellement, on est coté là-dessus, on est noté comme moi, si mon CSI n'est pas fort, puis je voudrais appliquer demain matin pour un autre franchise, je ne l'aurais pas. Fait que c'est très important. Fait qu'ils ont tellement tapé sur cette culture qu'on s'assure d'offrir une expérience, mais en même temps, il faut que tu offres une expérience, mais il faut que tu le vendes. Fait que tu ne peux pas juste aller avec l'expérience. Donc, ce qu'on comprend dans l'expérience, c'est que généralement, c'est autant que le survey a été longtemps très long et 2-3 pages à remplir, on les a demandé de mettre ça à 8 questions, puis on a réussi à baisser à 10, puis... Keep it simple and stupid en français. À un moment donné, il faut un petit peu y aller relax parce que l'automobile, c'est devenu complexe de faire des affaires dans l'automobile pour X raisons. On a beaucoup de lois. On a eu beaucoup de contraintes depuis le COVID. Je pense que tout le monde le sait. Des contraintes de livraison, des contraintes de produits, on a eu des contraintes de pièces. D'inventaire. Pièces inventaires, ça va avec transport. On parle du pont de Vancouver, le port de Vancouver. Il a été fermé quasiment 6 mois pendant une année. C'est ça. Ça crée un tout qui fait que si on peut un petit peu essayer de pas couper les coins, mais de sauver des étapes puis d'aller un peu plus vite, peut-être que maintenant on va trop vite. Ça se peut, là. Oui, je comprends. Puis dans le fond, ce que tu me dis, c'est un peu en réaction à ces difficultés-là. Maintenant, il y a comme c'est un rattrapage que les concessionnaires essaieraient de faire? Ou... Hey, on a beau tout le temps être prêt, il y a de quoi de nouveau. Depuis le COVID, là, c'est fréquent qu'on a toujours une nouvelle... Il y a de quoi qui sort, il y a de quoi de nouveau. Depuis le COVID, là, c'est pas le même... En anglais, je dirais land, là, mais le commerce, j'imagine, au Canada, dans le monde, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est-tu plus dur aujourd'hui que jamais de vendre des chars, selon toi? Je dirais que c'est plus de détails. C'est plus de petits points qu'il faut prévoir et non, comme tu dis, réagir, qui fait qu'additionner ensemble, c'est une synergie, offrir l'expérience qu'ils veulent qu'on offre. C'est quoi les genres de petits détails, de points que tu dois affronter? J'ai une cimenterie à gauche du Mazda. J'ai un plan d'asphalte du côté droite. Il y a de la poussière. J'ai sorti le véhicule à l'extérieur pour le livrer, puis dans une demi-heure, de la poussière dessus. Il faut recommencer. Il faut pas l'essuyer parce qu'on va le graffiner. Il faut le rentrer, le rincer. Donc, on a agrandi la section livraison. Mais le client va le sortir peut-être juste pour transférer ses choses des fois, puis il va rentrer en dedans avec une question, il reste une demi-heure à 1 heure, un petit peu de poussière encore. C'est une foule de détails en hiver. Sortir un véhicule dehors, puis pas penser de baisser les vitres des 2 bords par 1 pouce à peu près. Il va froster comme un bloc de glace, là. Le client va rentrer dedans, ça va tout être humide, puis tu viens d'investir 50 000 $, puis ton véhicule il était parfait en dedans, tu l'as sorti dehors. On a oublié de te dire si tu le mets dehors, tu ne pars pas tout de suite avec pour rouler, puis que le chauffage recycle, puis tourne dans l'auto, si tu ne baisses pas tes vitres, c'est un bloc de glace. Ouais. Il va être stationné 15 minutes, il frise. Ça, avant, c'était aussi un enjeu que tu avais à l'époque, j'imagine. Je pense qu'on l'a tout le temps eu, mais tu les additionnes tous les petits détails. On avait la SAC avant, c'est nous qui faisions les plaques des véhicules. Oui. Mais maintenant, ils reçoivent. Ils reçoivent par la malle. C'est le papier que t'imprimes. On colle un papier, mais si tu colles mal le papier, tu le colles dans un défrost, tu le colles à la mauvaise place, et il tombe, le client ne l'a pas, il se fait arrêter pour rien, finalement, il est tombé dans l'auto. Beaucoup, beaucoup de petits détails. Nissan Mascouche, l'autre fois, on achète un véhicule d'Ontario, oublié, manuel d'entretien en anglais dans le coffre à gants. Pas de français. On passe au bureau, ils ont fait une visite, ils se sont assis dans le véhicule, il y avait un manuel en anglais. Qui est-ce qui a fait une visite? L'Office de la langue française. Okay. Ils ont pris le manuel, c'est en anglais. Pourtant, quand je livre le véhicule, on donne une procédure au client qui l'a en français, en anglais sur le web. Le client, il aime bien mieux regarder le web aujourd'hui. Ça va plus vite parce que le web, il va taper ce qu'il veut. Au lieu de tourner 302 pages, selon moi, ça va plus vite. On était fautifs parce qu'il était en anglais. On n'a jamais pensé à ça. Jamais. Après ça, ils ont fait une vérification dans la plupart de nos commerces. Après ça, c'est l'affichage en français qui suit.
Je suis noble à ça. Je veux protéger la langue française. Je suis pas sûr que je peux le faire à moi tout seul. Oui, c'est tous les acteurs réunis ensemble qui font partie de cette solution. Puis j'imagine que là, ça tout ça ensemble, ça s'ajoute. Ben, tu rentres le matin et tu dis, bon, OK, il est rendu midi, on n'a rien eu. Ouais. C'est une bonne journée. Oui, c'est ça. C'est des bonnes journées pareilles, mais maintenant, je peux pas faire avancer ce que j'aime vraiment parce que je suis souvent en réaction, parce que beaucoup de détails, des changements de prix, des stop delivery parce qu'il y a un recall. C'est rendu fragile, un stop delivery maintenant. Là, c'est pas long. Là. Explique-le aux gens qui... je sais quoi, mais je veux bien sûr que les gens comprennent c'est quoi. Bon, je sais pas, moi, un événement amène sur un certain modèle où là, on a un doute raisonnable qu'il y aurait une pièce défectueuse. Une pièce importante ou quelque chose? Puis importante ou pas. Ça, sauf qu'elle a un impact parce que, c'est une pièce qui pourrait faire que le véhicule pourrait arrêter subitement. Mettons, ça peut arriver. Il y a beaucoup d'électronique dans un véhicule. C'est un ordinateur, un auto maintenant. Ou c'est 2, 3, 4 ordinateurs plugués ensemble, on va se dire. Oui. Alors, tout à coup, c'est stop delivery. Fait qu'on arrête de livrer toutes les Mazda, Nissan, Kia. Peu importe la marque que j'aurais, parce que je ne veux pas en nommer une plus qu'un autre. Non, mais peu importe Tout le monde a ses défis, là. Mais automatiquement, moi, j'ai un parc d'usagers, il faut que j'arrête ceux que j'ai dans l'usager aussi. Tandis que le commerce indépendant, lui, qui n'est pas relié à un manufacturier, lui, il continue à livrer son char. Fait que moi, je viens de recevoir une liste de 32 véhicules usagés que je ne peux plus livrer. 32 fois 30 000, c'est 1 million d'immobilisés. Je reçois ça. Là-dedans, je n'ai 3 de vendus. On appelle les 3 clients, on en cancelle un. Puis il dit, je vais aller ailleurs. Les 2 autres vont attendre, mais ailleurs, il ne l'aura pas. Oui, c'est ça. Si le concessionnaire fait sa job. Nous autres, on est très, très religieux là-dessus. On peut en échapper un. C'est ça. C'est que là, il y a tellement de détails qu'on a tout le temps la crainte d'échapper quelque chose. Fait que c'est tout le temps sinon, un meeting, on se reparle tout. Est-ce qu'on peut atteindre les 2 autres concessionnaires? Est-ce qu'on fait sûr d'envoyer les troupes en force ensemble pour gérer la situation qui, des fois, n'est pas si grande, mais on ne sait pas où qu'elle va nous amener. Tu sais, j'ai un mécanicien qui est super wow, mais il a reçu un appel parce que, mettons, sa fille à la garderie, elle vient de pogner, elle a toussé 2 fois. Mais il faut qu'elle aille la chercher. CPU appel. Mais il est en train de revisser les 4 mois sur son véhicule, il en a vissé rien qu'une. Il t'a déconcentré 2 secondes. Déconcentré, il a remonté ça, il a mis le cap de roue, parti, la madame au coin de la rue, pouf. Chanceux, rien arrivé, c'est au coin de la rue. La madame, elle t'en parle, là. Là, il faut que tu négocies la madame, il faut que tu expliques qu'on est des humains. Ouais. Tu peux compenser. Le rendu là, c'est pas l'endroit que moi je compense parce que ça fait je veux t'acheter. Moi, je vais compenser le gars qui s'en va à Québec puis que son auto se tourne en chemin, puis il s'est payé une 2e hôtel, puis il a payé un taxi, puis un Uber. Là, je vais y aller. Compenser pour acheter au cas où tu me fasses mal, j'essaie de pas aller là. Je trouve que c'est pas ça. On a le droit à l'erreur dans la vie, on est des humains. Il y a des effaces au bout des crayons. Nous autres, on doit avoir le temps les gens doivent nous permettre au moins d'essayer de corriger la situation. Ils ne peuvent pas nous condamner en partant. Moi, quand on est dans ce sens-là, chez nous, on n'a pas de limite. J'imagine qu'avec la gestion aussi des commentaires sur les réseaux sociaux, sur les avis qui vont avoir sur Internet, aussi sur les plateformes comme Google et compagnie, ça donne un autre défi qui s'ajoute à ce tourbillon-là de gestion. Oui, mais par notre volume, on a tellement de clients contents que tu vas voir aujourd'hui que même s'il y en a un qui va y aller avec quelque chose qui ne fait pas de sens, il va se faire reprendre par les gens. Fait que nous, on va répondre à notre client quand même, mais on n'élabore pas parce que c'est pas un endroit que je pense qu'on doit investir. Par contre, on va entrer en contact avec le client, puis on va aller voir ce qui s'est passé, puis on va le régler. Je reprends peut-être une 15aine de voitures sur 20 000 ventes par année. T'en prends des voitures, oui? Oui, à l'occasion, ça arrive. C'est un problème qui ne se réglera pas. Un citron, un véhicule citron? Parce que, tu sais, des fois, j'entends ça, puis j'ai des gens qui m'ont déjà écrit, là, tu sais, personnellement, me disent, hey, j'ai acheté XYZ, là, puis là, ça fait 60 jours, là, je suis plus capable, je l'aime pas, je veux changer mon auto, le concessionnaire veut pas le reprendre. Puis à tous les fois, je suis un peu, oui, ça fait partie de la game, dans le sens que, théoriquement, les concessionnaires n'ont pas à reprendre un véhicule, là. Oui, mais tu as bien dit, premièrement, si le véhicule, il y a une couple de jours, ça peut arriver. Je pense que ça se fait assez bien. C'est pas plaisant, c'est pas facile. Si le client collabore, c'est probablement les plus faciles. C'est quand le client il y a 1 an, 1 an et demi, là, il faut qu'il explique qu'est-ce qu'il a parcouru comme millage, puis essayer de t'entendre avec au niveau de logique. Puis si tu peux y en revendre un aussi qui a un petit peu de millage, il va sauver la dépréciation, fait que ça se balance un peu.
Il y a toujours moyen de moyenner avec un consommateur qui est compréhensif, qui est ouvert. On va l'être aussi. Ça, c'est... Puis, sérieux, d'aller en cours, c'est pas rentable, là. Je pense que c'est mieux de t'entendre. Quand même qu'il y aurait... Puis, généralement, quand tu as un bon cas, ton manufacturier, c'est une belle relation avec. Il va travailler avec toi. Allez-vous souvent en cours? C'est très rare. La dernière fois que j'y ai été, si je me rappelle bien, ça fait 25 ans pour l'automobile. C'était pas la semaine passée, là? Non, puis j'ai perdu. OK. Oui, parce que j'avais vendu un véhicule à un monsieur qui faisait du taxi avec, puis il l'avait pas déclaré. C'était sur Henri Bourassa à Montréal. J'avais dit au juge, j'ai regardé par la fenêtre, vous allez le voir, il dit qu'il y a un nombre de taxis sur son véhicule. Fait que c'est pas un particulier, là. Il roule jour et nuit le véhicule, puis je passe mon temps à l'entretenir. Le juge m'avait dit, M. Leclerc, je ne commencerai pas à me lever par la loi des vite à tous mes clients. Terminé. J'ai payé. Puis c'était quoi le problème? La prochaine fois, j'aurais dû arriver avec une photo, là. C'est que ça, j'ai compris, là. Puis d'abord, c'était quoi le problème? C'était juste que... Non, c'est qu'il me faisait faire son reconditionnement. Ça faisait 1 an et demi, j'avais livré le véhicule, puis il roulait jour et nuit. Fait qu'à chaque fois, il y avait un petit entretien, ça. Il allait au garage où j'avais fait l'inspection pour lui, parce que dans le temps, j'avais pas de concessionnaire. Puis le monsieur, il exagérait un petit peu. Fait que quand j'ai arrêté, il m'a envoyé une petite lettre, puis on est allé là, puis moi, j'étais convaincu que le juge serait bien à l'aise avec moi, mais il m'a fait comprendre qu'un juge en cause, ça se lève pas pour aller voir le char dehors. Ce côté-là, il avait raison. J'ai appris à être documenté ou de pas y aller. Clairement, oui, c'est ça. C'est pas une solution avant. J'aime mieux pas y aller. Avant de se rendre là. J'aime mieux pas y aller. Mais je comprends. Mon temps est plein partout. Oui, puis pour les gens aussi, c'est stressant également. Mais tu sais, quand on est rendu là, j'imagine, parce que souvent, l'expérience ou il y a une situation qui est vraiment problématique. Puis il ne faut pas se leurrer aussi. J'imagine, chez Albi, vous avez vos procédures, c'est correct, mais il existe quand même, pour de vrai, des consommateurs qui vivent des expériences qui sont très désagréables dans les concessionnaires au Québec actuellement. Je suis le premier à le documenter. Moi-même, j'ai écrit sur le sujet. Puis j'ai vu des comportements très, très intenses, très... intrusifs dans la vie des gens, qui mettent beaucoup de pression, j'ai entendu des affaires du genre, moi, le véhicule, je vais pas le commander tant que tu m'as pas fait une approbation crédit puis que tu m'as pas signé le contrat, mais j'ai écrit aux manufacturiers moi-même pour savoir si c'est une pratique que les manufacturiers encouragent, mais jamais de la vie. Les manufacturiers que j'ai contactés m'ont tous dit, rendu là, c'est une voiture, tu peux le commander, t'es pas obligé de passer au crédit, t'es pas obligé de faire ces étapes-là avant. Il y a des gens qui vivent ce genre de situation-là. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on change un peu la perception qu'il y a? Parce que j'ai écrit ce texte-là, j'ai écrit un texte sur le site web d'RPM, puis beaucoup de réactions. J'ai eu vraiment beaucoup de gens qui m'ont écrit, j'ai eu des courriels, il y a eu des commentaires, on a vraiment reçu un flot d'informations de gens qui contaient des histoires un peu similaires de ce que moi je décriais dans mon texte. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être amélioré? Sincèrement, j'entends ce que tu me dis, là. Je pense que ça a été suite un petit peu. Puis je veux pas nous défendre parce que, on n'est pas parfait, là. En même temps, tu parles pour les concessionnaires. Moi, c'est normal. Ouais, je vais y aller pour moi. Je vais y aller pour moi. Je vais y aller pour moi, mais en même temps, je vais si je pense qu'on est wrong, je vais te le dire. Si je pense qu'on est right, il y a un petit peu là-dedans du fait qu'on... nous, on avait 12 400 véhicules en commande à un moment donné. On a réussi à en livrer à peu près 4 000. Parce qu'on les avait vraiment pas. Évidemment qu'à cette période-là, si le gars a commandé un véhicule qui est un petit peu différent des autres, pas isolé, là, ça se peut que le dealer ne voulait pas être prêt avec. Ah, mais moi, je te parle de... Écoute, c'est un mois, là. C'est 2025. Là. Moi, je te parle d'une situation qui est arrivée. Et c'est pas la COVID, je comprends, avec l'inventaire qui manquait. Là, maintenant, bon. Mais des situations de même, ce que je remarque, c'est qu'il y a l'air d'en avoir quand même encore parce aujourd'hui. Parce qu'il y a une déformation qui a dû rester. Là. C'est ça. Tu sais, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les processus? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer cette expérience d'achat-là? Parce que tu le disais toi-même, les consommateurs arrivent prêts maintenant. Ils vont chercher de l'info en ligne. Ils connaissent les produits qu'ils veulent. Comment les concessionnaires d'aujourd'hui pourraient s'améliorer? Parce qu'on s'améliore tous tout le temps dans la vie. Il faut tout le monde s'améliorer. Moi-même, tous les jours, je m'améliore, j'espère. Donc, comment on fait pour améliorer l'expérience des consommateurs dans les concessionnaires, selon toi? God, j'espère que c'est pas chez nous. Non, puis je n'aimerais pas non plus. Le but, c'est pas de nommer une concession. Je vise pas un groupe, je vise pas une marque de voiture non plus. Je vise un peu une émotion qui est véhiculée dans le marché. Un modèle d'affaires que notre consommateur aimerait pas. Que ça serait le fun qu'il soit revu. Je vais y aller avec ce terme-là. C'est un bon point. Ça se peut que par déformation, ça en reste un peu, puis que autant les gens ont dit, écoute, c'est un beau modèle, on prend un dépôt, on met un véhicule en commande. Mais moi, j'ai encore peur de ça, parce que là, tu crées une attente.
Parce que tu mets un véhicule en commande en ayant pris un dépôt. Mais on ne vend pas des dépôts. On vend des livraisons d'auto qui sont rentables sur un bilan à la fin de l'histoire. Fait que je pense, tu me dis que c'est pas un cas isolé, ça se peut. Mais j'essaie de comprendre. On a encore des modèles qu'on n'a pas. Les modèles sont plus rares. On pourrait jaser différemment. C'est que depuis à peu près le début de l'année, c'est des véhicules à essence qu'on n'avait plus. Oui. Parce que là, puis en même temps, parce qu'ils nous envoyaient des véhicules électriques, parce qu'ils ne vendaient pas ailleurs, puis nous autres, ils les vendaient parce qu'on avait des subventions. Là, on a perdu subventions au début de l'année. Fait que l'Ontario a dit, ben là, écoute, si vous nous enlevez les électriques, donnez-nous les essences. Fait que là, ils ont dirigé toute l'électrique ici, puis finalement, les essences sont ailleurs. Là, on s'est ramassé avec trop d'électrique, pas d'essence. Fait que si tu me demandes à moi, mettons, chez Hyundai, des venues, un petit Kona essentiel ou preferred, c'est une denrée rare. J'ai des commandes, puis je viens en bout d'en avoir, mais ça n'a pas été ce que j'aurais livré. Fait que ça se peut que ce concessionnaire-là, qui est peut-être en région, qui a un moins gros volume, il y avait une commande sur pourtant un Kona, moi, je veux dire, ça ne m'aurait même pas stressé de ne pas prendre de dépôt. Je vais le vendre à un autre dans 15 minutes. Oui, puis au-delà du dépôt, on obligeait de faire le crédit. T'sais, on obligeait des gens à passer au crédit avant de passer les commandes. Ça, on dirait, je me dis tout le temps. Mais on le fait après, nous autres, les commandes. Bien, ça me semble logique. Là, parce qu'ils changent les crédits. Sinon, on le fait 2 fois. Ben oui, puis en même temps, je me disais aussi, à quelque part dans l'histoire, ce que tu veux, c'est voir le char. Tu sais, moi, j'aimerais toujours ça que les gens, les consommateurs, puis je suis certain qu'il y a beaucoup de concessions qui font attention, là, mais on dirait qu'ils perdent des fois cette subtilité-là, l'espèce de délicatesse de garder le volet passionnel. Tu sais, tu disais tantôt, des fois, on est tellement dans plein de points, c'est un tourbillon de choses. Mais c'est pas moi. Moi, je suis là-dedans, pas eux autres. C'est ça, exact. Mais il ne faut pas que le consommateur le sente, ça, à quelque part. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on perd cette joie-là d'acheter. Puis là, je suis dans la perception, mais j'ai même pas vécu ces années-là, des années 70, 80. J'imagine que quand tu rentrais dans un concessionnaire, le client roi, t'étais roi quand tu rentrais chez le concessionnaire. T'es excité, tout le monde t'excité. Ben là, c'est une grosse journée. La famille vient quasiment célébrer. Là, il y a la voiture qui sort, tu as choisi les couleurs. Puis là, c'est comme un moment. Il me semble qu'on a perdu ça, tu trouves pas? Oui, ça se peut. Ça se peut. On l'a perdu avec le manque de véhicules puis le manque de semi-conducteurs. La pression que je pense que tout le monde a eue. Je pense que tu as raison. Peut-être que le réseau de concessionnaires, des fois, on est un petit peu ses dents. Peut-être qu'on pourrait un petit peu reprendre ça plus smooth, mais c'est à tous les jours. C'est à tous les jours qu'il y a quelque chose. T'ajoutes toujours dans la tâche. Ça devient... C'est les filières automobiles, je pense à ça, d'épaisse de papier. Ah ouais, hein? Puis pourtant, on est censé s'en aller vers l'informatique. Quand on voit les virages numériques au Québec, on va pas trop y aller vite, s'il vous plaît. J'irai pas là. Non, moi, je vais y aller avec plaisir. Mais j'irai pas là, mais naturellement, ça aussi, c'est un défi. Les plaqués auto. Ben oui. Les clients, tu viens pour le plaquer, ça n'a pas marché. Il y a une dette qui ne sait pas qu'il y a. C'est nous autres. Tu sais, nous autres, le concessionnaire, puis je vais me défendre parce qu'on travaille tellement fort, là. On est toujours le porteur de la bonne ou la mauvaise nouvelle. Toujours. C'est nous autres. On est le chemin entre le beau gros sourire ou la claque. C'est ça, c'est nous. Là. On est assis devant un bureau et on dit, écoute, voilà. On est comme... ouais, c'est ça. Je ne vais pas le comparer, mais on dirait qu'on travaille dans un hôpital des fois. Oui, je comprends. C'est le porteur de bonne ou mauvaise nouvelle. Oui, c'est ça. Mais on est un petit peu ça. Puis en même temps, nos clients aussi, ils vivent le défi. Fait que quand ils s'adressent à nous, s'acheter un auto, apparemment, c'est pas le fun. T'as raison. Les gens disent vraiment que c'est pas le fun de s'acheter un auto. Pourtant, c'est wow. Mais c'est ça, c'est supposé. Moi, je sens le stress, le prix des véhicules qui augmente. T'es très familier avec ça. Tu gères un inventaire ça va toi-même. augmenter encore. Mais ça augmente tout le temps. Les prix des voitures sont toujours en train d'augmenter. Là, tu choisis quoi? Là? Un hybride. Il y a une bonne nouvelle à ça, par exemple. Ben, avant de continuer, dis-moi la bonne nouvelle. Je vais en prendre une bonne nouvelle. Nos manufacturiers, tranquillement, ont commencé garder le volume, à assumer qu'ils vont rentrer des véhicules moins haut de gamme. Parce que par rapport au COVID, si on se rappelle, on a commencé à avoir seulement des modèles luxury, de luxe. C'était ça. Puis c'est ce qu'ils ont préconisé. Mais là, j'ai un petit peu plus de venus. Comme je te dis, on commence à avoir des Kona. On en manque encore, mais essentiel, preferred. J'ai du Mazda 3 en stock. J'ai des CX-30 entrée de gamme. Avant, on avait souvent le GS, le GT. Maintenant, Mazda me donne des GX. GX, je te lis ça dans 15 minutes. Autant dans le Mazda 3 que dans le CX-30. Je peux te livrer un Elantra entrée de gamme essentiel aussi. Je peux te livrer à peu près tout. La même chose pour le K4. Donc, il y a un revirement là, pour le consommateur qui est magnifique, qui ne sera pas obligé de s'acheter un véhicule plus cher que ses moyens. Là.
Par contre... Ça, c'est une méchante bonne nouvelle. Mais c'est une vérité, là. Si les gens fouillent... Je ne m'avancerai pas à te dire non, mais je sais bien. Non, mais je pense que tu me dis, tu sens l'inventaire arriver. Je te livre un Mazda 3 dans 15 minutes. Bon. Es prête? Ben, c'est que je sais. Non, mais blague à part, c'est une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de faire d'application de crédit. Là. Non, merci. Pas besoin de le commander avec une enquête. Tu viendras le voir, tu l'essaieras, puis si t'es content, on fera tout ça. Quand Denis, c'est juste ça que je demande. Moi, c'est ça que je demande pour les autres consommateurs. Ouais, c'est juste ça que je demande. C'est pas compliqué. On demande aussi un processus, le fun là-dedans. Mais au moins, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu sens la tangente de l'industrie. Du moins, que c'est toi, tu gères les inventaires. C'est toi qui parles aux manufacturiers directement pour stocker tes concessionnaires. Et là, eux disent, j'en ai de plus en plus des modèles d'entrée, puis je vais t'en envoyer de plus en plus. Exact. Bonne nouvelle. Exact. On est content. Mais tu as des modèles que je peux pas avoir, que je pouvais avoir avant. Comme? Ben, un CX-50 dans Mazda. Oh, ben là, un Pathfinder. Modèle qui était aux États-Unis. Pour mettre en contexte, c'est... Ben, des modèles qui sont pas faits ici. Ouais. On va le dire comme ça. Dire, des modèles qui ne sont pas fabriqués ici. Mettons. Bon, donc ça... Et ils ne sont pas fabriqués non plus, mettons, au Japon ou en Corée du Sud. Fait qu'avis à tous ceux qui ont des Pathfinder, qui ont des Murano, qui ont des CX-50, ils montent en valeur. Ils sont exclusifs. Puis c'est des excellents véhicules. Un Sorento à gaz, ça vaut une fortune aujourd'hui. Ça a pris de la valeur parce que les manufacturiers ne peuvent plus fournir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas. T'inquiètes-tu pour les pièces de ces véhicules-là? C'est le même véhicule que l'hybride qu'on va faire. C'est body, c'est toute la même chose. Mais je m'inquiète pas pour les pièces, moi. Moi, je pense qu'on est... Il y a eu des histoires d'orage convaincues. Ouais, moi, je m'inquiète quand même. C'est ça qui arrive. Ah non, pas moi. Ah ouais, hein? Ben non. Il y a une loi non écrite qu'on ne sait pas. On en discutait tantôt vite fait dans le lunch. Là. Mais moi, j'étais dans la légende urbaine. Je te parlais de ça tantôt. C'était qu'un manufacturier, il fallait qu'il fournisse des pièces pendant 10 ans. Moi, je pensais vraiment ça. Mais je me rappelle pas, moi, vraiment, à part d'un logo de Grand National 87 dans le temps, qui était difficile à avoir. On parlait de logo, ça n'empêche pas un véhicule de circuler. Non, okay? C'est ça. Mais je vois pas ça. Souvent, c'est les pièces de deuxième, de l'aftermarket qu'on appelle dans le jargon, là, les pièces que tu vas avoir d'une autre entreprise qui va faire une déclinaison d'une pièce d'origine. Mais souvent, les pièces d'origine, ce que je comprenais puis ce que je voyais beaucoup, c'est que c'est très difficile de trouver dans certains produits la pièce mère, là, celle qui était là au départ. C'est, mettons, je sais pas, tu as une pièce XYZ, tu vas avoir exactement la même, ben là, il va falloir que tu ailles chercher la pièce d'une entreprise alternative qui la propose. Qui probablement est celui qui l'a fait, le manufacturier, qui l'a subletté, qui l'a sous-traité. Probablement. Retourne faire tes devoirs, puis regarde donc si 80% de tes histoires d'horreur, parce qu'il doit en avoir, c'est pas des véhicules électriques. Pour les pièces, tu parles? Mm-hmm. D'après moi, la majorité, ça va être des véhicules électriques parce que on parle de, tu sais, le véhicule électrique, j'en parlais au bureau la semaine passée, puis je t'en ai parlé tantôt. C'est une révolution, là. Moi, je vends des automobiles depuis 50 ans. Ça fait 4 ans que je vends des automobiles électriques. Ça fait 46 ans qu'on travaillait avec des véhicules à combustion. Là, c'est complètement un virage. Les gens s'en rendent pas compte, là, mais on a pris l'industrie, là, pour le changer complètement. On a pris un véhicule sport, je n'aimerais pas la marque, on y a mis un moteur électrique dedans, on essaie de le faire passer pour un char sport comme avant, mais ça sent pas le gaz. Parles-tu du Mustang Mach-E? Ben, je parle de rien. Ah, tu peux le dire. Je ne veux pas nommer personne. Moi, non, mais je suis peut-être dans le Chrysler. OK, c'est bon. Oui. C'est un Charger. On jase, là. On jase. Puis je le trouve magnifique, le char. Je sais pas pourquoi. L'autre fois, je regardais, je pense que je vais en acheter un. J'ai l'impression qu'il y a un deal à faire, peut-être. Ah oui. Je sais pas. La réponse est oui, là. Puis je suis pas là pour promoter pour d'autres compagnies. Je n'ai pas de Chrysler. Mais quand même. Mais on a dit qu'on jasait, puis on jase avec sincérité, fait qu'on va se dire les vraies affaires. Ben oui. Moi, je suis convaincu, mais les puristes d'essence, on dirait qu'ils l'ont pas acheté. Mais moi, j'ai un Hummer. Puis j'adore ça. Hummer électrique, il faut préciser pour les gens. Ça y est, ben, 100% électrique. Ouais, les gens, des fois, quand tu dis Hummer, ils pensent encore... Ça pèse 11 000 livres, puis il lève de terre. Oui. La première fois, j'ai failli l'échapper. Je le sais, là. Tu l'as senti, hein? Je l'ai repris. Genre. Toi, tu mets ton pompé du cœur un peu? Un petit peu. Un petit peu, hein?
Quand ça avait tout. C'est ça. Donc, toi, tu penses que ce que tu vois, du moins, c'est que les gens, puis oui, on a entendu parler des problèmes de pièces de véhicules électriques, là, mes devoirs sont quand même faits à ce niveau-là. On sait que c'est souvent des questions de connecteurs, des questions de pièces, des cerveaux, des ICCU chez les Coréennes qui ont été une espèce de gros problème. La pièce était backorder, on n'est pas capable de réparer les véhicules. Ça, oui, clairement, ça va. Moi, ce que j'essaie d'observer, puis j'essaie de me projeter sur du long terme, c'est surtout les droits à la réparabilité. Tu sais, les gens qui ont acheté un produit, mais qui aimeraient eux-mêmes pouvoir le réparer pendant des années. Là. Je te parle de quelqu'un qui achète un véhicule sur une horizon de 15 ans. Là. Puis lui, il se dit, moi, dans 15 ans, j'aimerais ça encore avoir accès à mes pièces, avoir accès à mon service. Toi, en tant que concessionnaire, est-ce que tu penses que tu vas être capable de fournir des pièces assez longtemps? Tu sais, une époque, on dirait que tu rentrais dans un dealer, il y avait la note de roue spécifique d'un modèle des années 80, il l'avait en stock. Tu sais, tu rentrais là, puis il l'avait. Tu sais. On dirait que maintenant, cette culture-là de la pièce est plus difficile à avoir. C'est moi qui est fou ou... Encore là, non, t'es pas fou. Bon, merci, je croirais pas. Non, je pense je vais encore le mettre là parce que le COVID a le dos large. Je pense qu'on part du manque de pièces, du COVID. On part de tout ça. Ça a comme tout tourbillonné. Ça a tourbillonné autour de ça. Puis là, on ajoute à ça l'électrique. Tu sais, je veux dire, si tu vendais un véhicule depuis, mettons que c'est un Mazda 3, je le vends depuis 15 ans, bien, il y a de quoi de similaire que je peux me débrouiller le temps que j'attends de quoi quand j'ai une problématique qui vient d'arriver. Mais quand je pars carrément d'un véhicule à combustion puis je m'en vais dans l'électrique, évidemment que s'il y a quelque chose qui bouge, je vais me ramasser un peu dans le trou. Mais histoire d'horreur à dire que, tu sais, qu'un véhicule électrique, on aime ça, mais mini-collision, la batterie touchée est finie. Oui. Avant, une collision, il n'est pas fini. Là. Ah, puis sans parler du coût des pièces, des fois aussi. Là, le coût des pièces, puis les coûts des assurances d'un électrique. Ça va aller avec, là. Parce qu'un électrique, on comprend que c'est... Oui, c'est une mode, oui, c'est une tangente, oui, je suis vert, mais on m'explique que ça coûte plus cher de bâtir un électrique parce que tout ce qu'il y a à faire n'est pas tant vert, là, quand ils font le creusage, puis tout ce qui vient avec ça. Fait que je ne sais plus trop si vraiment l'électrique va être la solution finale, si je sais qu'il y a d'autres alternatives. Moi, j'aime bien l'hybride. J'ai hybride, comme je te disais, moi, mettons qu'on recommence, parce que là, on a l'air de recommencer. Tu sais, le gouvernement du Québec, ils ont été, puis ils ont vraiment mis des belles subventions, ils ont lancé ça, on s'est mis en avant entre 25 et 35 %. On a livré entre 17, 18, quasiment 20 %, dont le gros rush de l'automne passé. Et là, les subventions ont baissé, on est retombé à 10 %. Donc, on comprend que le chemin, il n'est pas tracé. Mais si on recommence, mettons qu'on aurait passé par l'hybride branchable, histoire de se pratiquer un petit peu, puis de tomber sur le 100 % électrique après. Je pense que ça aurait été un cheminement logique. Fait que moi, aujourd'hui, ce que je regarde, les hybrides branchables qu'on reprend en échange, dans l'occasion, valent une fortune. Les gens les courent. Fait que je pense que ça serait une alternative parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont été... Je pense que tu as 5, 6, 7, 8 % les purs et durs, 100 % électriques, qui les voulaient. Puis t'as un beau 15-20 % qui ont dit « Ah, l'occasion fait le larron, je prends le rabais. Mais là, l'occasion n'est plus là, fait qu'on en revient aux peu. Les peu vont continuer. Ça, je suis très, très, très là. Mais pour ceux qui étaient indécis, ton hybride branchable, c'est un début, puis c'est économe, c'est un peu plus vert. Tu vas aller chercher... tu vas avoir un 6, 8, 10 au litre. Tu vas jouer avec, là. J'ai pas les specs exacts parce que je regarde pas ça tous les jours, là. Mais je pense qu'il faut aller là. Tranquillement vers cette transition-là. Moi, vois-tu, j'ai envie de te dire que c'est une étape qui est trop. Puis je trouve que le problème qu'on a, c'est puis justement, on disait qu'on a jasé ensemble tantôt, justement, aussi un peu avant, tu sais. Puis dans ma tête à moi, il y avait un projet qui était porteur. Tu sais, on avait un projet de transformer un peu notre parc automobile. Ça vient avec ses défis, là. Tu sais, ça vient avec des gros défis. Juste la quantité d'énergie qu'on a besoin pour faire ça. Tu sais, les bornes, l'accessibilité. Je l'ai pas à ma couche. Le prix. Tu sais, le prix des autos aussi, tu sais, moi, j'étais le premier à dire, là, maintenant, on va y aller une étape à la fois. Tu sais, là, on y va une étape à la fois. Mais j'ai comme l'impression que, là, de toute façon, là, ce qu'on parle, c'est la nouvelle qu'on a levé l'interdiction de la vente des véhicules à essence en 2035. Donc, maintenant, on va pouvoir continuer à vendre ces véhicules-là. On a diminué aussi notre objectif d'avoir des véhicules 100 % électriques à 100 % dès 2035 en vente. On est rendu à 90. Tu sais, on a diminué un petit peu. Je pense que ça reste encore majoritairement vers là qu'on devrait aller et que
la vie a l'air de nous aligner vers là, juste à voir l'évolution de ces produits-là sur le marché. T'sais. On est encore dans 10 ans. D'ici 10 ans, j'ai l'impression que ça va avoir beaucoup évolué. Mais ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que dans les concessions actuellement, ce que toi, tu vois beaucoup, c'est le monde qui te disent ben, avant de faire le saut, je vais aller me chercher un hybride ou un hybride rechargeable. Exact. C'est un peu comme ça que les gens réagissent à toute cette perturbation-là. Mais moi, j'appelle ça pas perdre. Ouais. On n'a pas gagné. Mais en faisant ce move-là, on ne perd pas. C'est comme si on fait pas un statu quo, on s'aligne un peu vers là, puis on fait un bon compromis. Pour l'instant. Moi, je peux dire, j'en ai commandé, là. Des hybrides, puis des hybrides branchables. J'ai acheté tout ce que je pouvais acheter. C'est vraiment ce que j'ai gagé dessus pour la période. Je comprends qu'on va avoir un rush, là, naturellement, ce mois-ci, les 3 prochains mois pour le 4 000 de subvention qui reste encore au Québec. Quand on va tomber à 2 000, d'après moi, ça va s'estomper. Oui, mais les manufacturiers, tu travailles avec eux, ils ont commencé aussi, tu sais, quand on a enlevé les rabais au début de l'année, on a commencé à avoir des rabais assez intenses de la part des manufacturiers sur les véhicules électriques. Exact. Tu penses pas que maintenant, on va juste trouver un air d'aller là-dedans? Tu sais, comme les manufacturiers vont arriver, ils vont vous dire, là, vous êtes notre réseau de concessionnaires, voici ce qu'on vous offre comme plan maintenant de financement, voici ce qu'on vous offre comme rabais sur les véhicules, faut les sortir. C'est notre job de manufacturier d'amener des prix, puis d'amener des argumentaires pour rentrer les gens dans nos chars. Bon, mais tu viens de mettre une phrase dans tout ce que tu as dit, il faut les sortir. Je pense que c'était drastique un peu, puis ça l'a envoyé un mauvais message. Ils n'ont pas cet argent-là. Tout le monde pense que le manufacturier a laissé le gouvernement subventionner. Moi, j'irais à 50 % dans ça. Moi, je pense qu'il aurait pu en mettre un peu, puis le gouvernement en a mis beaucoup. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais ça prenait pareil. On le voit. En Ontario, il n'y en a pas de motivation. Ils n'en vendent pas. Point final. Ça prenait quand même une motivation. Je ne suis pas prêt à dire que ça a été un mauvais move de mettre des subventions. Je pense que ça prend un partage des deux. Puis ce qu'on a vu, c'est que certains manufacturiers, comme Hyundai, a mis 4 000. Il n'a pas mis 12 000. Il a mis 7 000 sur un. Puis le gouvernement avait mis 4 000. Fait qu'ils ont été matchés le rabais. Il y en a un qui en a mis un peu plus. Moi, je ne l'aurais pas fait. Fait qu'il vend à perte. Fait que donc, logiquement, tu peux pas tu peux pas soutenir un commerce, un manufacturier, si tu vends des chars à perte tout le temps. Mais si tu as 10 % de tes véhicules sont électriques, puis tu perds avec ce 10 % malheureusement, en donnant un gros rabais, ils ont envoyé un mauvais message et au gouvernement, et à vos électeurs, et à vous-même. Ben, à nous, là. Non, parce que toi, tu as vu ça, dans le fond, c'est le gouvernement qui a subventionné les manufacturiers. Mais c'est pas tout à fait vrai. Ils peuvent pas donner 12 000 et être viables. Ce qui se fait comme argent sur un véhicule automobile, c'est moins que ça avant le transport et avant le marketing. Je suis 100 % d'accord avec tout ça. Sauf que, tu sais, quand on regarde les chiffres des manufacturiers dans les dernières années, c'est des entreprises qui font des chiffres d'affaires hallucinants par année. Là, il y a de l'argent qui rentre quand même chez les manufacturiers. Ça va très bien. Ça va très bien. Fait que moi, je ne commencerai pas à être en petite boule chez nous. T'auras pas de peine pour eux autres? Non, quand je mange mon steak haché, sauce brune chez nous, j'ai pas de peine pour les manufacturiers, pas une seconde. Puis je t'avoue que nous autres, on va bien aussi. Ben, c'est ça. Sérieux, ça se passe bien. Les ventes sont là quand même. Puis les gens achètent des véhicules. Puis, j'ai mon collègue Samuel, avec qui je tenais RPM, il a écrit un texte dernièrement justement sur les gens qui charlent sur le fait que les chars sont chers. Je suis le premier à dire, mais ça, je trouve ça cher, des paiements d'auto maintenant. Mais les gens achètent quand même encore les véhicules au prix qui sont vendus, tu sais. Les taux baissent, ça va aider. Oui, exact. On a quand même encore, nous, les consommateurs, on a un peu ce pouvoir-là entre les mains de se dire, ben là, maintenant, c'est assez. On dirait que les gens le font pas, tu sais. Les gens continuent quand même à avancer, les gens continuent quand même à les acheter, ces produits-là, malgré le prix qui augmente pareil. Fait que, je pense que le rendu là, c'est un choix aussi de l'individu derrière ça. De là qu'il faut commencer à rentrer des véhicules moins haut de gamme. Ben, c'est pour ça que je suis content de t'entendre. Moi, je prêche pour ça. Moi, je suis content de t'entendre dire ça, honnêtement. Ouais. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais il faut être capable de parler à monsieur tout le monde parce qu'on veut se déplacer quand même. Oui, puis tu sais, aussi, on va dire vraies affaires. Maintenant, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir Android Auto, Apple CarPlay dans leur écran central, un petit char fiable, économique qui va faire le travail. Que les Coréens ont compris. Vraiment. Puis ce que je comprends aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir les sièges massants dans nos véhicules. Je vais me faire masser à la maison. C'est correct, on va trouver des solutions. Là. Ah, t'as ça, toi? Ben non, j'ai pas de siège massant à la maison, là, mais bon, en tout cas, j'ai des boules dans le dos, je mets, puis je frotte sur le bord du mur. En tout cas, c'est pas chic, mais ça marche. Mais l'idée, c'est quand même de se dire qu'on est capable d'avoir une certaine un produit de qualité sans devoir aller chercher l'ensemble le plus équipé tout le temps. Bon, ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ouais. Moi, j'ai envie de t'entendre sur, des fois, on parlait de produits électriques. Oui. Clairement, il y en a qui doivent tirer de la patte en termes de vente actuellement. Tu dois en avoir dans ta cour qui sortent moins. Là, je parle d'électrique, mais ça peut être des véhicules à essence aussi. Là. Ouais. Je ne vais pas cibler juste les électriques. As-tu déjà eu des produits là, dans ton inventaire que tu voulais pas vendre? Nomme-moi pas nécessairement des marques ou des modèles, ou si ça tente, vas-y, ça va me faire plaisir. Mais y a-tu déjà eu des produits parce que
Ce que je me disais, puis je parlais avec mon collègue Sylvain aussi, puis on se disait, tu sais, dans le fond, un concessionnaire, c'est un peu tributaire de ce que le manufacturier produit. Tu sais, si toi, t'as un concessionnaire, peu importe, Nissan, Mazda, Kia, peu importe, mais qu'il y a un produit dans leur gamme qui tire de la patte. Tu sais, c'est un produit qui est pas facile à sortir, puis... Ça dépend des raisons. Parce que là, tu me parles des raisons, il faut que je comprenne. Oui, bien, les raisons, mettons, ça peut être une question que le produit, ben, il est pas compétitif. Tu sais, tu regardes les statistiques de performance, la consommation, et tu le regardes, tu te dis, bon, il y a des problèmes de fiabilité en plus, c'est une nouvelle technologie, on n'est pas sûr. Ça t'est-tu déjà arrivé de te dire, j'ai pas envie de le vendre, ce genre-là, à mes clients? Ben, je le vendrai pas. Ouais, j'embarquerai pas dedans, là. C'est sûr qu'on est capable... On commande quand même ce qu'on veut, puis on peut s'objecter à acheter un véhicule. T'as le droit de faire ça? Ça dépend peut-être de ton volume, là, mais c'est sûr que je vais participer, mais si je ne crois pas dans le véhicule, je n'irai pas. Il y a des véhicules que j'ai été... Je suis au staff, là. Il y a des véhicules que j'ai été parce que j'y croyais, là. Ouais. C'est comme la MX-30, là. Je sais que tu m'amenais là. Ouais, c'est ça. C'est ton deuxième podcast avec nous, c'est la deuxième fois que tu m'en parles, là. Non, mais c'est un véhicule magnifique. Il y a 200 d'autonomie en été, 220 qu'on a fait, je pense, le plus avec 150, 140, 160 en hiver. Est-ce que tout le monde a besoin de plus que 100 km par jour pour aller au travail? Non. C'est un véhicule Mazda. Comme on disait, c'est une motorisation Mazda avec un électrique dedans, le confort. Les clients qui en ont acheté l'ont adoré. Malheureusement, les journalistes ne l'ont pas bien reçu. J'étais un petit peu encore déçu de ça parce que j'y croyais. Oui, je suis celui qui en a vendu le plus au monde, probablement. Oui. Je te crois, j'en doute pas une seconde. Là. Et les gens ont bénéficié d'une garantie sur la batterie de 10 ans. Même si ça m'a pris du temps à les vendre, on a livré encore cette année. Et les gens ont 10 ans. Fait qu'ils vont être garantis, on est en quoi, le 2026, ils vont être garantis jusqu'en 2036. Ah oui. Quand tout le monde va avoir fini, eux autres, ils roulent encore. Puis tu sais, je suis sûr qu'à quelque part, il y avait quelque chose qui marchait, mais tu me disais, c'était un très bon véhicule, on parle de 200 km d'autonomie. OK, bon. Mais tu sais, moi, j'aime mieux avoir le Joe Louis au complet. Là. Je veux pas avoir un quart du Joe Louis. Là, pas si tu le manges pas. Au pire, je vais le mettre dans le frigidaire, je l'aurai. C'est de la surconsommation. Vous êtes les premiers qui prêchez contre ça, à moins que toi, c'est pas grave. Non, parce que, vois-tu, moi, au contraire, je pense que c'est un autre... tu sais, je peux te relancer sur la surconsommation. Vas-y. T'achètes un MX-30 pour 200 km, finalement, ta vie change. Ton véhicule ne fait plus le travail, il va falloir que tu le changes. Il va falloir que tu t'achètes un autre véhicule parce que tu n'auras pas assez d'autonomie. Selon le prix qu'ils demandaient aussi, tu sais, honnêtement, Mazda sont arrivés avec un prix assez agressif. Puis quand tu le comparais à des joueurs à l'époque comme le Soul EV et le électrique également, c'était le même prix, mais dans un véhicule qui avait 400 km d'autonomie, même si tu le prends pas tous les jours, ça reste que ton véhicule, je pense, qu'il est capable de te suivre plus longtemps selon tes habitudes puis tes comportements que tu vas avoir dans la vie, tu sais. Mettons que ta vie change, t'as un enfant, finalement, foutais au CPE, puis là, t'es avec ton MX-30, plugué sur la borne, puis tu te dis, j'aurais peut-être dû prendre le Kona, hein? La moyenne des électriques dans ce temps-là, c'était 50 000. Ben, c'est plus ça, là. C'était 44 000 moins 12 000. C'était 32 000 un MX-30. La vraie vie plus les taxes. Ouais, mais toi, t'avais un Soul pour sensiblement les mêmes prix, mais ton Soul t'a donné 400 km quand même, là. Ouais, mais si t'en as pas besoin... Je suis tellement content qu'on revienne sur le MX-30 ensemble, Denis. Là, ça me fait tellement plaisir. Là. Je suis tellement content qu'on parle du MX-30. Tous les fois, t'es genre le gardien du MX-30. Je l'ai dit au premier podcast. Et j'en ai acheté un. Puis l'aimes-tu? Tu vas me dire oui, c'est sûr. Ah oui, je l'ai aimé, c'est sûr. T'es en amour, là. Ben, je le roule pas tous les jours, on est d'accord. Non, c'est sûr, il manque de batterie un peu. J'aurais pu venir ici avec facilement, m'en retourner. Ouais, d'un coup, tu te plugues entre les deux, mais c'est correct. Je suis de mauvaise foi. Oh, là. Mais, mettons, pour revenir sur la base, tu es capable quand même de choisir un peu le genre de produit. T'sais, toi, tu as écrit, tu l'as vendu, puis effectivement, bon, tu as eu cette vision-là quand même. Moi, je la regrette pas. Là. Non, j'en doute pas une seconde. Non. Mais y a-tu des modèles que tu as des fois, mettons, dans l'inventaire, que tu te dis, ben là, lui, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je regrette de l'avoir. Je te dirais que tu as le véhicule pas chanceux. Ça peut arriver. Tu as un véhicule, tu vas le vendre 4 fois, puis les 4 fois, il ne passera pas au crédit. Là. Ah ouais, hein? Ouais, là, il tombe pas chanceux. Là. Fait que là, faut que tu trouves l'endroit le mieux placé dans ton concessionnaire. Tu mets une promo, tu le vends, puis... C'est pas un mauvais véhicule, là, c'est juste qu'il n'a pas été chanceux. On a ça une fois de temps en temps. Tu peux avoir une couleur qui pogne pas. Ça peut arriver. Fait que là, ben, c'est lui qui... Les gens vont dire hey, « moi, j'aimerais ça te négocier. » Ben, celui-là, tu peux. Ouais, mais j'aime pas la couleur. Ouais, mais force-toi. Force-toi, tu vas voir ce que tu veux. Il va falloir que tu l'aimes si tu veux négocier. Là. C'est un peu ça. C'est ça. On va essayer de te dire il est jaune, proche d'un... Oui, je comprends. On s'attire à une couleur qu'on aime moins. C'est ça. Bon. Comment tu vois les concessionnaires dans le futur? Mettons que là, on arrive à la fin déjà de notre conversation, ça va tellement bien. Comment tu vois, mettons, l'évolution des concessionnaires automobiles au Québec? Tu sais, là, je t'ai parlé un peu de mes défis, je t'ai parlé de comment les gens, des fois, réagissent là-dedans. Comment tu penses qu'on va réussir à
transformer, évoluer, mais vers où on s'en va avec les concessionnaires automobiles, selon toi? Dans une période de 10 à 15 ans, mettons. Bien là, c'est les groupes. C'est des groupes qui les ont parce que d'un côté, c'est très, ça prend beaucoup de sous pour avoir un concessionnaire. On pensait, pendant un certain temps, on pensait que les manufacturiers allaient vendre des véhicules. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de Tesla qui l'a fait. Il n'y a pas grand monde qui le fait. Puis, je pense que ça prend encore... On le voit qu'on est un peu la responsabilité. On est un peu le tampon entre le client et le produit. Ouais, t'es le contact. Oui, puis le responsable. Parce qu'à la fin de l'histoire, c'est notre facture. Ouais. C'est pas Mazda qui fait la facture ou c'est pas Kia, c'est pas ND, c'est Albi le géant qui fait la facture. Il va y avoir encore des groupes. Est-ce qu'il va y avoir des groupes au Québec? Beaucoup, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que le Québec va redevenir des concessionnaires un peu familiales. Je pense que. Ouais, moi, je crois au retour aux sources un petit peu. Je pense que, mettons, on va briser un peu les groupes et avoir des concessionnaires. Ben, il y a un petit peu la barrière de la langue en même temps. Les groupes, les gros groupes sont dans l'Ouest, sont au State, sont un peu partout. On a des groupes, on a 3-4 beaux gros groupes au Québec. Nous, on n'est pas un gros groupe, mais c'est nous autres qui vendons le plus d'autos par magasin. Fait que ça fait de nous un groupe important, là. Mais c'est lourd. C'est lourd faire de l'automobile au Québec. Fait on le voit que je suis pas certain, moi, que de l'extérieur, ils ont le goût de tout gérer les lois et les détails. Là, tu parles des manufacturiers, mettons, eux autres, ils n'ont pas envie de se lancer là-dedans. Les manufacturiers, ça ne dérange pas. C'est le groupement qui va acheter 4 concessions au Québec ou 5 concessions au Québec. Ça prend... on est des Latins, hein, nous, les Québécois. Les Canadiens. Ça prend des... C'est pas juste un... Comment je dirais ça? C'est pas un board de direction, nécessairement, qui va rouler des concessions au Québec, là. C'est plus de détails que ça, selon moi. Ça va prendre... Ça prend des gens qui sont sur le terrain. Le groupe, t'es moins sur le terrain. Donc, toi, tu penses qu'on va revenir à m'amener à cette source-là, la source de base de... Monsieur Tremblay, puis... la concession Tremblay, XYZ. Oui. Mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Ouais, me semble, je trouve ça intéressant. On dirait que dans ma tête à moi, ça serait une solution gagnante pour tout le monde. Ben, oui, peut-être. Et puis, il y a d'excellents groupes aussi. La même chose. Je sais pas. J'ai la misère à atteler vraiment. Un futur sur les concessionnaires. Oui, j'ai de la misère. Puis, tu parlais tantôt un véhicule, c'est un ordinateur ambulant. Hein? Ben oui. C'est pas évident. Il va falloir que je sais pas comment on peut généraliser un véhicule bâti par un certain manufacturier, la technologie. J'imagine qu'on peut former des techniciens sur du général, mais je veux donc pas plugger, là. Mais quand on a une situation sur mettons, un Mazda, un Kia, un Nissan, ben, s'il y a un véhicule qui revient, on va tout de suite savoir. T'sais, on l'a déjà eu, le problème. On a l'habitude de notre produit. Fait qu'on connaît maintenant, on connaît ses forces, puis on connaît ses faiblesses. Il y avait un slogan qui disait « Retourne chez ton concessionnaire ». On a en apparence, on est plus cher. Les trois rails sont similaires. Si tu prends, je ne nommerai pas, là, mais si tu prends des Costco, mettons. Ouais. Bon, je pense que son taux horaire il est proche du mien. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est quoi l'avantage du client? La perception. Moi, je connais pas tant ça, mais j'ai appris qu'une sorte de pneu, il y a des grades. Tu as des pneus qui ont un grade 11. Il peut y avoir des pneus qui ont un grade 9, mais qui sont faits pour le fast-food. Qui sont vendus ailleurs un petit peu moins cher, mais c'est le même pneu. Tu as des grades 9, 10, 11. Un jour, vous jouerez là-dedans. Là. Moi, j'ai appris ça. Je pense que si tu fais affaire avec un bon concessionnaire, puis il y en a beaucoup au Québec, tu as des bonnes réponses à tes questions.
t'as pas intérêt à aller te promener partout. Là. Non, puis de garder une proximité avec les consommateurs. Puis c'est un peu vers là qu'on a besoin, dans le fond. Je pense que c'est ça que je ressens, c'est qu'on espère juste être capable un jour de revenir dans un processus qui est très personnalisé, qui est collé un peu aux besoins des gens, surtout dans la passion de l'automobile. Moi, pour être un tripeur de char, il y en a pour qui c'est un mal nécessaire. Hein, on a besoin d'une voiture au point A, au point B, mais on espère juste que durant cette transaction-là, ça se passe de manière la plus déstressante possible, la manière la plus simple possible, autant pour vous que pour les consommateurs aussi. Je pense que c'est vers là qu'on devrait envoyer de l'énergie positive pour le futur des concessions au Québec. Puis peut-être qu'effectivement, de passer par des groupes qui vont peut-être se diluer un petit peu, mais avoir des concessionnaires indépendants avec des patrons qui sont sur le plancher, comme toi. Tu es un patron sur le plancher. Ben, peut-être que ça donne justement un contact un peu plus privilégié avec les consommateurs. Ben, sois assuré que je vais rapporter... ce que tu m'as partagé au niveau de mes gens, là, je veux vraiment aller voir parce que ça me je cherche le mot, là, mais pas m'apporte, mais ça me... Ça te stimule, ça te donne envie d'aller creuser plus loin? Moi, je suis curieux d'aller voir vraiment comment on travaille aujourd'hui de projet. J'ai une idée, mais je suis pas assis entre mon représentant et mon client tout le temps. Non. Évident, là. Je vois des fois, j'ai accès là, parce que les gens me connaissent, ça fait longtemps. Fait que je vais y aller à l'occasion, ils veulent me saluer ou ils ne croient pas que je suis au bureau un samedi. Oui, c'est ça. Et tu vas être là finalement, moi, c'est ça. Ben, je suis là tous les samedis. Bon. Mais les gens, je vais aller voir. Je vais aller voir et je vais apporter un peu le commentaire que tu m'amènes aujourd'hui. Je peux pas changer l'industrie, non. Mais je peux nous améliorer nous autres. Regarde, si on peut faire avancer un peu les projets, c'est une bonne nouvelle. Hey, merci, Denis, d'avoir pris le temps. C'est déjà la fin du podcast. Ça a été encore une fois très rapide, très intéressant. Puis on espère qu'on se recroise un autre jour sur le micro. Tu as été un des seuls invités qu'on a ramené d'ailleurs. Fait que c'est bon signe. Je te dirais, ça va très bien ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup à vous aussi d'être à l'écoute. C'est un immense plaisir de pouvoir faire le podcast RPM avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc vraiment un immense plaisir. Et je veux toujours remercier nos chaleureux commanditaires Canadian Tire, Albi Occasion et Vitro Plus. Merci d'être là. C'est grâce à vous qu'on peut faire le podcast RPM également. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Soyez bien branchés. On revient la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast RPM. Ce podcast a été présenté par Canadian Tire, notre garage. Par Albi Occasion, avec le meilleur taux, on vous attend. Et par Vitro Plus, vos gens de métier depuis près de 50 ans.